La vulnérabilité se définit par l'incertitude, le risque et l'exposition émotionnelle. Pouvez-vous citer un acte de courage auquel vous avez participé? Ou dont vous avez été témoin? Qui n'impliquait pas d'incertitude, de risque et d'exposition émotionnelle? C'est une question tendancieuse, car je sais que la réponse est non, parce que je l'ai posée des milliers et des milliers de fois. Je me suis tenue devant des Navy SELS, des forces spéciales, du personnel militaire et j'ai dit, je veux que vous fassiez un effort pour me donner un exemple de courage qui n'a pas nécessité de vulnérabilité. Et en 10 ans, je n'ai jamais eu une seule personne qui m'ait donné un exemple de courage, même sur le terrain, qui n'implique pas de vulnérabilité. Si vous pensez être courageux, et que cela n'implique pas de risque ou d'incertitude, vous n'êtes pas si courageux, vous savez, il s'avérera que ce n'est pas du courage. Et donc à ce moment-là, les gens se disent merde, mais je veux être courageux, et je ne veux pas être vulnérable. Et c'est là que réside le problème, personne ne veut être mal à l'aise. Personne ne veut être vulnérable, et tout le monde veut être courageux. Ça ne marche pas comme ça. Quand je demande aux gens ce qu'est la vulnérabilité, ils me répondent, faire l'amour avec ma femme, mettre mon enfant à la porte, penser qu'il va réussir la première année d'orchestre et savoir qu'il ne va probablement pas réussir du tout à se faire virer, créer ma propre entreprise, dire « je t'aime » en premier dans une relation, essayer de tomber enceinte après ma première fausse couche, ainsi de suite. Alors que la vulnérabilité, c'est l'incertitude. C'est ne pas savoir mais le faire quand même parce que c'est la chose la plus courageuse à faire. Le problème, c'est que je pense que le plus grand déclencheur de honte pour les hommes est de ne pas être perçu comme faible. Et dans notre culture, nous pensons que la vulnérabilité est une faiblesse. Il n'y a donc pas beaucoup d'étapes à franchir avant de se dire qu'il est honteux d'être vulnérable. Face à la honte, les hommes font deux choses, ils s'énervent ou se renferment, ils mettent un masque. Ce que nous apprenons et ce que les gens commencent à comprendre très rapidement, c'est qu'on ne peut pas être un leader courageux si on n'est pas vulnérable, si vous n'êtes pas prêt à avoir des conversations difficiles, inconfortables, à donner un feedback difficile, à recevoir un feedback difficile, à creuser des questions, comme Charlottesville, dont personne ne veut parler, comme l'inconfort est un grand ennemi du courage. Ma devise est la suivante, nous la répétons ici tout le temps, choisissez le courage plutôt que le confort. Choisissez le courage plutôt que le confort, parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Et si vous pensez être courageux et que vous êtes très à l'aise, vous n'êtes pas si courageux que ça. J'ai été très choquée d'apprendre dans les recherches que le contraire de l'appartenance est le fait de s'intégrer, car s'intégrer, c'est évaluer un groupe de personnes et se dire « Qui dois-je être ? Que dois-je dire ? Que dois-je porter ? Comment dois-je agir et changer qui vous êtes ?» La véritable appartenance ne nous demande jamais de changer qui nous sommes. Elle exige que nous soyons qui nous sommes. Parce que si nous nous adaptons, parce que nous nous sommes changés, ce n'est pas de l'appartenance, parce que nous nous sommes trahis nous-mêmes, pour d'autres personnes. Et ce n'est pas durable. On commence à se perdre soi-même. Je pense que c'est difficile. Il faut se montrer tel que l'on est. Vous pouvez vous perdre dans l'adaptation et vous pouvez vous perdre dans la réfutation de l'adaptation. C'est vraiment difficile. Et c'est la chose qui est une citation qui est bravée. La nature sauvage commence avec cette citation de Maya Angelou, que nous ne sommes jamais libres jusqu'à ce que nous appartenions à nulle part, ce qui nous appartient partout, ce qui est nulle part, ce qui n'est pas du tout un endroit, ce que j'ai pensé être une citation terrible pendant de nombreuses années. Partout où je vais, peu importe où c'est, ou avec qui je suis, tant que je ne me trahis pas, et à la minute où je deviens ce que vous voulez que je sois, afin de m'intégrer et de m'assurer que les gens m'aiment, c'est le moment où je n'appartiens plus à aucun endroit. C'est une pratique difficile. C'est une pratique quotidienne le blâme. Combien d'entre vous sont des blâmeurs ? Combien d'entre vous, lorsque quelque chose ne va pas, veulent d'abord savoir à qui la faute ? Je suis une blâmeuse. Combien d'entre vous vont à cet endroit lorsque quelque chose de grave se produit ? La première chose dont vous voulez discuter, c'est de la faute ? Même moi, je préfère que ce soit ma faute plutôt que celle d'autres personnes. Parce que pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cela nous donne un semblant de contrôle.
Ça nous donne un semblant de contrôle. Blâme est simplement le fait de se décharger d'un malaise et d'une douleur. Il existe une relation inverse avec la responsabilité, ce qui signifie que les personnes qui blâment beaucoup ont rarement la ténacité et le courage de demander des comptes aux autres. En effet, nous dépensons toute notre énergie à nous mettre en colère pendant 15 secondes et à déterminer à qui incombe la responsabilité de quelque chose. Par définition, la responsabilisation est un processus vulnérable. Il ne s'agit pas de blâmer. Le blâme est simplement un moyen d'évacuer la colère, ce qui est très difficile. Et la culpabilisation est très corrosive. Dans les relations, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ratons nos occasions de faire preuve d'empathie. En effet, lorsque quelque chose se produit et que nous entendons une histoire, nous n'écoutons pas vraiment. Nous sommes dans la situation juste pour déterminer à qui la faute est imputable. Un chercheur de l'Université du Kansas à Lawrence, le Dr Schneider, décédé il y a quelques années, a consacré sa carrière à l'étude de l'espoir. Je me suis penché sur ces recherches parce que lorsque j'ai eu ma liste de mots que tous ces hommes et femmes au grand cœur avaient en commun, j'ai pris une combinaison de ces mots un jour pour la millionième fois en faisant une recherche par mots-clés dans la littérature académique. Et j'en suis arrivé à sa théorie sur l'espoir. Cela a non seulement changé la façon dont je conçois mon travail, mais aussi ma vie. Et cela a changé la façon dont j'élève mes enfants. Il s'avère que l'espoir n'est pas du tout une émotion. Je pense que la plupart d'entre nous pensons que l'espoir est un sentiment de possibilité et de positivité. Je suis très optimiste, mais l'espoir est en fait une approche cognitive. L'espoir n'est pas ce que nous ressentons. C'est la façon dont nous pensons. Ce que nous voyons traditionnellement et chez les personnes qui ont des niveaux élevés d'espoir, c'est qu'elles l'ont appris grâce à leurs parents, qui leur ont soit explicitement enseigné l'espoir, soit modelé l'espoir. Et comme vous pouvez le voir, il y a 3 éléments, les objectifs, la voie, l'agence. Cela signifie simplement que les personnes qui ont un niveau élevé d'espoir dans leur vie ont ces 3 capacités, elles peuvent se fixer des objectifs, ce qui n'est pas une tâche facile en soi. Elles peuvent cultiver des voies pour atteindre ces objectifs. Enfin, elles ont le sens de l'action, et l'action, c'est tout simplement croire que je peux y arriver. Voici la partie qui me semble la plus importante. L'espoir est une fonction de la lutte, l'espoir ressemble à un but, il est atteignable, je crois en ma capacité d'y arriver. Même si je dois le planifier. L'une des choses qui s'est produite dans notre culture, c'est que nous ne laissons pas nos enfants faire l'expérience de l'échec du travail acharné, plus de travail acharné égalant le succès. Ce qui se passe, et ce que je constate souvent en tant que professeur d'université, c'est que lorsqu'ils arrivent à l'université, c'est une toute autre histoire. La plupart de mes amis reçoivent des SMS lorsque les moyennes de leurs enfants tombent en dessous de 95. Nous ne faisons pas cela à l'université. Vous savez, la Main-d'œuvre, la dernière entreprise de la Fortune 200 avec laquelle j'ai parlé, a dit que l'un des plus grands problèmes avec un certain nombre de jeunes employés, contactant leurs parents au sujet des évaluations de performance, et leur demandant s'ils pouvaient appeler leur patron, nous pensons que l'espoir est cette émotion vraiment contraignante, cette sorte de rêve collectif que nous faisons ensemble. Je pense qu'il peut s'agir d'une expérience collective contraignante, mais elle n'est pas liée à des sentiments de possibilité. Je vous invite donc à réfléchir au moins au fait que l'espoir est une fonction de la lutte. Et c'est le produit d'un échec qui n'est pas lié à ce que nous sommes. Ce qui entrave le plus cette idée d'agence et de chemin, c'est que si j'échoue, c'est que j'ai échoué. Ce que nous constatons chez les personnes qui nourrissent de grands espoirs, c'est qu'elles sont capables de dissocier leurs réalisations, leurs luttes et leurs échecs de ce qu'elles sont en tant que personnes. Nous pensons que la honte est l'aspect ou l'émotion humaine la plus primitive que nous connaissions. Nous l'éprouvons tous. Les recherches menées depuis 3 ou 4 décennies nous ont appris que les seules personnes qui n'éprouvent pas de honte n'ont pas la capacité d'établir des liens humains. Si vous n'éprouvez pas de honte, c'est parce que vous n'avez aucune capacité de connexion ou d'empathie. Il s'agit donc d'une psychopathologie grave. La honte est donc quelque chose que nous ressentons tous. Elle est à l'origine de 2 bandes primaires, qui sont en quelque sorte des façons de penser. Les 2 grandes choses que la honte entraîne, c'est de n'être jamais assez bien. Et qui pensez-vous être ? Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui viennent d'arriver, pensez à vous abonner. À très vite.